Je m'appelle Jean-Loup Chifflet. J'ai un métier qui est un petit peu particulier parce que j'ai deux casquettes. Je suis à la fois éditeur, c'est mon métier d'origine, et je suis devenu, par la force des choses et au gré des années, je suis devenu écrivain, bien que je suis toujours un petit peu gêné d'employer ce mot écrivain parce que je trouve que c'est parfois assez prétentieux. J'ai l'habitude de dire que j'ai commis, il paraît que j'ai commis 60 livres. Je préfère dire commettre parce que sur ces 60 livres, il y a beaucoup de livres qui sont à mon avis des non-livres, car je suis un peu spécialisé dans l'humour et dans l'humeur. Mais il y en a quand même une bonne dizaine que j'assume en tant que vrai livre. Alors comment je suis devenu éditeur? Je suis d'origine lyonnaise. Je suis né donc à Lyon il y a fort longtemps. Et j'ai fait des études de droit pour faire plaisir à mon père, qui était... J'avais aucune envie d'être juriste. Mon père était un juriste assez éminent dans cette bonne ville de Lyon. Et le hasard a fait que pour une déception amoureuse, autant que je me souvienne, j'ai interrompu mes études de droit pour partir aux Amériques. À l'époque, on est en 66 ou 5. Je pars aux États-Unis d'Amérique parce que j'avais une adresse d'amis cubains réfugiés à la Nouvelle-Orléans qui m'ont dit « tu verras, viens là-bas, ça va être formidable », etc. Je suis arrivé là-bas et j'ai été très déçu parce que les pauvres étaient à 14 dans un HLM dans la banlieue de Nouvelle-Orléans. Donc, en même temps, ça a été la chance de ma vie car j'ai dû me débrouiller. C'était difficile aussi d'avoir une carte de séjour. Je suis devenu barman dans un grand hôtel de la Nouvelle-Orléans qui s'appelait le Royal Orleans. En même temps, j'ai pris des cours du soir dans une université assez prestigieuse qui s'appelait Tulane. Je suis resté une bonne année à la Nouvelle-Orléans. J'ai gagné de l'argent. J'ai fait le tour des États-Unis. Je suis un petit peu allé au Mexique. Je suis revenu triomphalement sur le bateau France. Et quand je suis revenu dans ma bonne ville de Lyon, on a tué le veau gras. C'était le fils prodige qui revenait. Et j'étais promis, j'avais rien demandé, mais j'étais promis dans la logique des choses à rentrer dans les maisons de soieries familiales, car à l'époque, il y avait encore beaucoup de soyeux à Lyon. Et le hasard a fait, moi j'ai toujours cru au hasard, parce que ma vie est une succession de hasards, et la veille du jour où j'allais signer ce contrat dans une maison de soierie, mon père a reçu un coup de fil d'un grand éditeur parisien qu'il connaissait, qui était l'éditeur du général de Gaulle, qui s'appelait Charles Ringot, et que mon père avait conseillé plan juridique, qui m'avait rencontré avant de partir aux États-Unis et qui se souvenait de moi et qui a demandé à mon père si j'étais rentré. Évidemment, je venais de rentrer. Il a dit, écoutez, il y a un personnage dans la grande librairie Hachette, un personnage assez extraordinaire, une femme qui s'appelait Yvonne Bernardet, qui cherche un jeune homme débrouillard qui parle bien anglais. Je ne me le suis pas fait dire deux fois. Je suis monté à la capitale, me suis installé dans une chambre de bonne et j'ai découvert un autre monde. Et j'ai surtout eu la chance que cette femme me fasse confiance, car elle venait, on peut dire, d'inventer un nouveau métier dans l'édition, qui était la vente de droits, la vente de copyright. Pourquoi? Parce que jusqu'à une certaine époque, tous les livres français s'exportaient sans être traduits. Donc les best-sellers, comme on dit maintenant, des auteurs français se retrouvaient bien sûr dans les pays francophones sans aucun problème, mais dès qu'on passait les frontières, qu'il fallait les traduire, ils n'étaient pas traduits en suédois, en allemand, en italien, en espagnol, etc., et en japonais. Donc elle m'a fait confiance et elle m'a fait faire mes premières armes avec un des best-sellers de l'époque, qui était Babar, le roi des éléphants. Et j'ai commencé à circuler en Europe, et c'est comme ça que j'ai appris le métier, à vendre les copyrights de Babar, que j'ai vendus dans une vingtaine de pays, autant que je me souvienne. Alors c'est très simple, la vente de droits, on fait un contrat, on traduit le bouquin, le bouquin est traduit par l'éditeur qui achète, on vérifie la traduction, et ensuite on touche des royalties. Donc ça a été un démarrage fabuleux pour Hachette. Cette femme m'a fait confiance, et ça a été aussi un démarrage fabuleux pour moi parce que j'ai eu cette chance de bien parler anglais et que j'ai
petit à petit eu la chance de monter en grade dans une maison où les énarques et les polytechniciens de l'époque, qui étaient déjà assez nombreux, ne parlaient pas un mot d'anglais. C'est comme ça que je suis donc rentré dans l'édition, et c'était mon premier boulot, en 1967, donc 50 ans, ce qui fait que j'ai écrit récemment un livre de mémoire, mais où je ne raconte que des anecdotes amusantes, parce qu'il m'en est arrivé beaucoup, que j'ai intitulé « Je n'ai pas encore le titre ». Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de l'avoir intitulé « Je n'ai pas encore le titre », mais c'est un hasard. L'éditeur qui m'a très gentiment proposé de le faire, c'est les éditions Plomb. Et quand je suis arrivé chez eux, on parlait du titre, et j'ai dit « Je n'ai pas encore le titre ». Et ils m'ont dit « Ah, c'est un fabuleux titre, tu as raison, on va le garder ». Je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée. Donc je raconte dans ce livre beaucoup d'anecdotes, et surtout mon métier d'éditeur, parce que j'ai été pendant des... Alors, je n'étais pas éditeur au début, j'étais un commercial, un commerçant. Bien sûr, j'ai passé la vitesse supérieure, je ne me suis pas concentré sur les livres pour enfants. J'ai commencé à vendre les droits d'éditeurs, d'auteurs prestigieux, que ce soit Mauriac, que ce soit Mauroy. C'était très intéressant c'est de voir que tous ces grands, je pense en particulier à un grand auteur, je vendais les droits étrangers de bouquins illustrés, et dès qu'un grand auteur comme Mauroy, par exemple, qui avait écrit une fabuleuse histoire de la France, que j'ai vendue dans plusieurs pays, dès que ces pauvres gens mouraient, les femmes, les épouses, les veuves venaient toutes me voir en me disant, parce que ça rapporte beaucoup d'argent de vendre les droits, de me demandant si j'avais bien vendu les droits en Bosnie-Herzégovine ou en Corée du Nord. Donc ça, c'est des anecdotes qui m'ont beaucoup amusé. Donc j'ai été commerçant et je suis monté en grade, je me suis occupé ensuite de fusion, acquisition. Je m'étais spécialisé bien sûr dans un pays, ou surtout une ville qui est une véritable drogue pour moi, qui est New York. Et puis des villes en Europe, alors c'est très, très intéressant parce que l'édition en Espagne c'est Barcelone essentiellement, en Italie c'est Milan. Je m'étais aussi spécialisé un peu en Scandinavie. Et puis, j'ai découvert, ça a été une grande découverte pour moi, le Japon, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je le dis toujours, ma modestie légendaire pourrait en souffrir, mais j'ai eu beaucoup de chance d'être reçu comme un roi parce que à l'époque, Hachette, c'était prestigieux. Je voyageais comme un ambassadeur, j'ai connu des pays formidables parce que j'étais comme la Russie, par exemple, où j'ai été un des premiers à aller vendre des droits, où j'étais reçu par une agence spécialisée qui s'appelait la VAP, à Moscou. Au Japon, c'était chaque fois des voyages triomphaux. Et puis, malheureusement, je regrette de ne pas avoir voyagé comme je le souhaitais en Afrique, parce que l'Afrique est essentiellement francophone. Je suis donc resté une vingtaine d'années chez Hachette. Et puis, j'ai été... Ensuite, je pensais avoir fait le tour du problème, et la librairie Larousse m'a fait signe pour faire exactement la même chose, en me proposant une situation, comme on disait à l'époque, qui me convenait très bien. J'ai fait la même chose chez Larousse. Et alors, je me suis beaucoup amusé parce que c'était pas facile de vendre les droits du petit Larousse, du moyen Larousse, du grand Larousse en 15 volumes. Et j'ai des anecdotes que je raconte dans mon livre. Par exemple, quand je pense que j'ai vendu le petit Larousse en Syrie au ministre de la Culture de l'époque, qui était en même temps ministre de la Défense et ministre de la Culture, qui s'appelait le général Classe. Et je me souviens être allé plusieurs fois à Damas pour ça. Et je me souviens aussi, c'était le général ministre de la Défense du père de celui que nous savons tous, le père de qui vous savez, qui n'était pas non plus un homme très
très fréquentable, mais le ministre de la Défense, qui est en même temps ministre de la Culture, il fallait quand même le faire. Et je me souviens de l'avoir reçu à Paris, dans un grand restaurant parisien. On avait choisi exprès une salle où on pouvait rentrer directement de l'ascenseur dans cette salle. Et on était 4 autour de la table, et il y avait quand même 6 gardes du corps dans des tables à côté. Chaque fois que la porte de l'ascenseur s'ouvrait, ils étaient prêts à défourailler. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'arrête pas de le dire, parce que ce métier d'éditeur, à l'époque, c'était extraordinaire, parce qu'il n'y avait pas autant de livres qu'aujourd'hui. J'étais dans une maison exceptionnelle, qui avait des moyens considérables, qui était la librairie Hachette, qui faisait que pour un oui, pour un non, enfin, on voyageait en Concorde, je ne l'ai pas fait souvent, mais je me souviens très bien de mon premier voyage en Concorde, où je me suis retrouvé dans cet avion qui est extraordinaire, mais qui est tout petit, à côté d'un monsieur dont la tête me disait quelque chose. Je voyais que les hôtesses s'occupaient surtout de lui et pas de moi, et que j'ai découvert ensuite que c'était monsieur Mick Jagger. J'ai des anecdotes, beaucoup d'anecdotes aux États-Unis, avoir rencontré des gens, Mohamed Ali par exemple, c'est une anecdote dont je me souviens très bien. On avait projeté de publier ses mémoires. C'est là que j'ai commencé à rentrer vraiment dans le métier d'éditeur, parce que je me suis beaucoup occupé des achats éventuels de droits étrangers après avoir vendu, ce qui m'a permis de rencontrer des écrivains étrangers. Alors Mohamed Ali n'était pas un écrivain, mais dans une foire du livre à Atlanta, on était sur scène, et les photographes qui voulaient immortaliser cette scène nous ont fait monter plusieurs fois sur la scène, et Mohamed Ali, alias Cassius Clay, m'a serré la main une bonne douzaine de fois pour refaire la photo, ce qui fait que je me suis retrouvé à l'infirmerie parce que je ne pouvais plus bouger, la main. Alors des anecdotes comme ça, j'en ai beaucoup. C'est surtout ce que j'ai voulu raconter dans ce livre. Mais alors, il s'est passé une chose exceptionnelle. On a tous dans notre vie quelque chose qui vous a fait basculer. Il se trouve qu'en rentrant du voyage, un jour dans un voyage au Japon, j'étais encore jeune éditeur, on est en 85, je me retrouve avec des grands éditeurs, dont Robert Laffont, dont un des fils Gallimard, etc. Et à Kyoto, et un Français ami, éditeur, arrive, et je ne sais pas, il surgit, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase en franglais, « You came without shouting station », qui, comme chacun sait, a traduit par oh, « tu es arrivé sans crier gare », ce qui ne venait vraiment... Alors tout le monde a beaucoup ri, on s'est mis à traduire mot à mot pendant tout le reste du dîner, « et ta sœur, un your sister »,« the carrots are cooked », etc. Tout le monde s'est gaussé, et tout le monde a dit « il faudrait en faire un livre ». Tout le monde s'est dégonflé, sauf moi, puisqu'au retour, j'ai trouvé à Paris... J'ai trouvé un éditeur qui s'appelait Hermé, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une filiale du Seuil, et à qui j'ai commencé à faire ce livre en franglais, et que j'ai appelé « Sky, my husband », « Ciel, mon mari », ce qui ne veut strictement rien dire, en me disant « je vais me faire allumer par les profs d'anglais, it's going to be my feast », et pas du tout. Comme j'ai eu la bonne idée avec une prof d'anglais, qui m'a aidé quand même à ne pas faire d'erreur, j'ai publié ce livre avec les bonnes traductions. Ce qui fait que ce bouquin, que je croyais être un clin d'œil, est devenu un best-seller, puisqu'il est en 85 et j'en suis maintenant à près de 400 000 exemplaires, et je n'en reviens toujours pas. Et ça m'a fait basculer. Pourquoi? D'abord parce que les profs d'anglais ont considéré que c'était formidable pour apprendre l'anglais. Je me souviens que mon maître et ami Alain Ray m'avait fait remarquer à l'époque que traduire 20 dieux, la belle église par 20 gods, the night church, ce n'était pas la traduction exacte, parce que chacun sait que 20 dieux, la belle église, c'est V-A-I-N-S, les dieux 20, et non pas V-I-N-G-T. Ça fait partie des nombreuses anecdotes qui tournent autour de ce livre. Mais pourquoi ma vie a basculé à ce moment-là? Parce qu'un garçon qui s'appelle Jean-Louis Fournier,
qui à l'époque était déjà qui avait une société de production de cinéma, qui est devenu ensuite le grand complice de Desproges avec la minute de Monsieur Cyclopède, est rentré un jour dans mon bureau. Il avait une société de production. Il m'a dit, écoutez, c'est formidable, Sky My Husband, j'achète les droits de télé. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire de 200 phrases en franglais? Il m'a dit, si, j'ai une idée. On mettrait Lonsdale en prof d'anglais, des petites meupettes. C'était une très bonne idée. Ça ne s'est jamais fait. Je ne sais plus pourquoi. C'était peut-être trop compliqué. Mais nous sommes devenus très amis. Et c'est là que j'ai compris, en discutant avec Fournier, que finalement, si ce livre d'humeur sur la langue, c'était donc de l'humour qui est pédagogique, marchait en anglais, ça pourrait marcher avec d'autres matières scolaires. Donc, comme je fais collection de vieux livres, j'ai ressorti mes vieilles grammaires. On a travaillé, Fournier et moi, et il a sorti un livre qui est devenu son best-seller, c'était La grammaire impertinente. C'était le même principe, c'est-à-dire des vraies règles de grammaire, le complément d'objet direct, avec des exemples absolument extraordinairement drôles, qui a fait le succès de Fournier. On a fait la grammaire, ensuite l'arithmétique. C'était donc s'amuser en apprenant ou apprendre en s'amusant. Et ça a été tous les livres que j'ai faits en tant qu'éditeur ou que j'ai commis en tant qu'auteur, avant de devenir un peu plus écrivain, ont été basés sur ce même principe, la pédagogie amusante. Mon ami Fournier, que je vois toujours, qui a un caractère de chiotte, et c'est un ami, et avec qui on a fait beaucoup de livres ensemble, il est devenu depuis un grand écrivain, puisqu'il a eu le prix Femina avec... Où on va papa, qui racontait l'histoire de ses 2 fils handicapés, etc. Et il a fait la minute de Monsieur Cyclopède avec Desproges, un humoriste assez froid, mais un humour que j'aime beaucoup. Et depuis, nous nous voyons toujours. On est en train de faire un livre ensemble, un dictionnaire amoureux du Nord, puisqu'il est du Nord. Et voilà. Et alors, c'est comme ça que je suis devenu... J'ai commencé à commettre, à écrire des livres d'humour, d'humeur. C'est pour ça que je dis, ça fait beaucoup 60, mais il y avait beaucoup de non-livres. Et j'ai décidé de démissionner de Larousse après le succès de Sky My Husband pour monter ma propre maison avec deux amis que j'ai appelés Bookmaker. Bookmaker, clin d'œil bien sûr à Sky My Husband, qui était mon fonds de commerce, et qui veut dire faiseur de livres. Pourquoi? Alors, j'avais pas d'argent, mais il y avait un métier que j'avais observé aux États-Unis qui était le packaging. Le packaging, c'est-à-dire, dans l'édition, c'est vous n'avez pas les moyens de faire un livre, mais vous pouvez le faire à l'extérieur et le proposer à des éditeurs. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on investissait très peu, on trouvait un auteur, on trouvait un sujet, et il y a un homme qui a disparu maintenant, qui a été formidable pour nous lancer, qui s'appelait Claude Carrère, qui était un producteur qui était le découvreur de Sheila. Tout le monde a connu Claude Carrère dans le milieu du disque, qui avait monté une première maison d'édition avec Michel Lafon qui existe toujours, s'appelait les éditions Carrère-Lafon. Et il nous a fait confiance et on a commencé à faire des livres sur mesure pour lui et puis pour d'autres. Il fallait faire des livres essentiellement illustrés pour avoir une espèce de valeur ajoutée. Donc j'ai eu cette expérience de packaging pendant une dizaine d'années et puis ensuite j'ai décidé de laisser cette société à mes petits camarades et de vivre d'autres aventures en étant directeur de collection parce que j'avais envie d'être libre. Alors un directeur de collection, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui amène des auteurs et qui peut, à ce moment-là, qui se fait rémunérer avec des pourcentages.